Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, le journal de la rédaction. Vous le savez, ça fait plusieurs semaines, de mois, de jours. Les yeux de tous les Congolais sont rivés vers Kampala où les experts du gouvernement et la délégation du M23 tentent de trouver un accord qui pourrait en fait, mettre fin au pourparlers de Kampala. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, les experts également, les acteurs politiques évaluent l'accord de Sun City 10 ans après. Et cette question, nous allons essayer de l'aborder au cours de cette émission qui va également aussi parler de cette motion de censure. Finalement, nous avions annoncé la semaine passée que le député Jean-Baudouin Mayo avait pris la résolution de surseoir à sa démarche, mais que non, il a au courant de la semaine déposé la motion de censure qui a recueilli 135 signatures au bureau du président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va être? C'est ce que nous allons tenter de voir au cours de cette émission également. Enfin, une autre bande de criminels qui voulait attenter à la vie du chef de l'État et à celle du Premier ministre. Ces gens ont été présentés et dans le même contexte, le président de la démocratie chrétienne et d'un jeune Diomi Ndongala a été arrêté. On dit même qu'il serait le sponsor de cette bande criminelle. Voilà trois sujets qui vont être abordés au cours de cette émission qui reçoit pour vous Israël Moutala. Bonsoir Israël. De l'autre côté, nous avons Joël Kade Ndanga, bonsoir. Bonsoir Charlie. Et bienvenue Mariba Koumania, bonsoir. Bonsoir Charlie. Joachim Diana, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui suivez ce magazine. Bienvenue, on ouvre avec vous. D'abord, Kampala, ça fait une semaine, nos experts sont rentrés à Sun City, plutôt à Kampala, avec à côté de ceux du M23. Mais apparemment, l'accord tant attendu n'arrive toujours pas. L'accord tant attendu n'arrivera pas. Cet accord qui n'est même pas attendu par les Congolais, vous parlez de tant attendu. Cet accord est attendu par le gouvernement, cet accord est attendu par Kigali, cet accord est attendu par Kampala. Les Congolais, ils n'attendent rien de cet accord parce que c'est clair. Le M23, c'est une création du Rwanda, tout le monde en convient, y compris le gouvernement. Le M23, c'est une force négative, tout le monde en convient, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc aujourd'hui, curieusement, Kinshasa cherche une voie de sortie honorable au M23. On doit se poser des questions quand on prétend fallacieusement qu'on voudrait minimiser les hectolitres de sang à couler. C'est pourquoi on se met avec le diable autour d'une même table. Je me dis, quelque part, on est dans une démarche contradictoire. Et les démarches contradictoires, Charlie, n'apportent pas une paix durable. Très bien, la question est ouverte. Israël, est-ce que vous êtes de même avis ou partagez l'avis de ceux qui pensent que Kampala essaye de piétiner parce qu'on voudrait peut-être donner une réponse à la réplique du M23 qui avait annoncé qu'il y aurait l'apocalypse à l'Est si jamais la force internationale venait à être déployée à l'Est du pays? La force internationale est une réalité, les déploiements ont commencé, particulièrement le déploiement des troupes sud-africaines. Donc l'agitation qu'il y a au Rwanda et qu'il y a dans les rangs du M23 prouve qu'il y a de la nervosité, prouve que les jours de leur survie sont comptés. Mais c'est justement ce déploiement de la force internationale qui met à mal justement l'issue justement d'un accord à Kampala. Donc, fort de ce déploiement de la force internationale, le gouvernement demande une seule chose au M23, son autodissolution, en rapport avec toutes les recommandations de la communauté internationale. Mais le gouvernement voudrait tout simplement épargner à certaines personnes qui ont suivi l'aventure du M23, en ce sens qu'elle leur accorderait quelque chance de réintégrer les forces armées congolaises moyennant quelques conditions. Donc le gouvernement est plutôt dans la perspective d'un accord à minima fort du déploiement de la force internationale. Donc nous sommes dans l'impasse parce que le M23 ne veut pas d'un accord à minima, veut en retirer le maximum avec les négociations de Kampala. Nous sommes dans deux perspectives totalement opposées qui va aboutir à l'échec de Kampala. À l'échec de Kampala, Joël, vous aussi, vous prédisez un échec à Kampala ou alors est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a déjà une force, une brigade qui est censée
nettoyer les groupes armés qui opèrent à l'est du pays. Mais on est à la table. D'ailleurs, on a dit au courant de la semaine que voilà, les deux parties ont déposé leurs conclusions auprès du médiateur qui devrait dans les jours à venir convoquer une plénière pour pouvoir mettre ensemble. Est-ce que tout ça, ça a encore de l'importance alors qu'on annonce déjà les débuts du déploiement de la force internationale neutre? Là, Charlie, la position de la population congolaise est connue, la position des Nations Unies est bien connue, mais là où il y a un peu de confusion et un peu de flou, c'est la position du gouvernement congolais, qui d'une part traite ces mouvements d'une force négative, ensemble avec les Nations Unies, mais en même temps, on est en train encore de négocier avec cette force négative. Bon, bien que le seul moyen de faire comprendre à quelque chose à ce gouvernement, la vérité, c'est peut-être par les Kalachnikov, mais est-ce que c'est une apologie que l'on voudrait imposer aux Congolais? Je ne pense pas, mais du moins, il faudrait que dans le chef du gouvernement, qu'on donne une position bien claire, bien nette. Est-ce un mouvement qui peut être apparenté à une force négative? On ne négocie pas avec eux. Vous avez vu la prise en otage qui est intervenue en Alger, et on a dit que ces gens sont les terroristes. Les terroristes, on ne négocie pas avec eux. Au Mali, en même temps, il y a une force négative. Les djihadistes ont été traités des forces négatives. On ne traite pas avec eux et on les attaque, quitte à avoir quelques gens qui vont mourir, certainement. Et on se retire. Mais dans le chef de notre gouvernement, c'est une chose et son contraire, bienvenue l'a dit. D'une part, on dit que c'est une force négative et on attend son autodissolution, mais on va à la table de négociation avec eux pour quelle issue. En tout cas, l'issue est tellement incertaine que je vois qu'il y a lieu que maintenant le chef de l'État puisse aller à la hauteur pour en effet trouver une solution à travers des concertations nationales qui peuvent sauver. Très bien, on va y arriver. Alors congolaise. pendant ce temps, au courant de la semaine, les gens ont marché à Nirangongo, dans l'est du pays, pour soutenir les M23. On ne sait pas quels sont ces gens qui ont marché pour soutenir les M23. Mais aujourd'hui, les M23 promet l'apocalypse si jamais la force internationale neutre venait à être déployée à l'est du pays. Quelle analyse vous faites de la suite des événements à Kampala et sur le terrain? Bon, je commencerai par dire que le gouvernement, dès le début des pourparlers de Kampala, n'a jamais attendu un accord de ces pourparlers. Le gouvernement attend la conclusion, c'est-à-dire la fin de ces pourparlers. Parce que l'objectif, ce n'était pas d'arriver à un accord avec le M23, mais c'est de l'écouter. Mais ça, je me demande comment, c'est une histoire répétée tout le temps. Ça, c'est un. De deux, je viens d'apprendre le confrère de faire la comparaison avec le Mali. Est-ce que vous savez qu'au Mali, les soldats maliens n'arrivent pas à Kidal? Pourquoi ils n'arrivent pas à Kidal? Parce que le MNLA qui avait déclenché les hostilités au Mali est là. Parce qu'en fait, les Français qui sont allés chasser les terroristes ménagent le MNLA parce qu'ils veulent qu'on sépare la cause du MNLA de la cause des autres terroristes. Parce que dans chaque cause, il y a toujours des exceptions. Et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères congolais a dit. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes gens qui ont été embrigadés de force dans le M23? Doit-on les jeter dans la mer ou bien dans le lac Kivu ou quoi? C'est ça le vrai problème. Mais maintenant, c'est pour arriver aux gens qui ont marché à Goma. Ça ne m'étonnerait pas. Mais combien à Rutshuru? Mais combien qui ont quitté Rutshuru et sont en errance? Comparez tous ces gens-là, de tous ceux qu'on dit ils ont fui les zones occupées par le M23 et ils sont en errance. Combien de millions? Par rapport à quelques gens qui, devant la Kalachnikov, allaient tous descendre dans la... Est-ce que d'abord il y a une liberté pour dire que les gens ont utilisé leur liberté? Il y a eu, lorsque l'armée nationale avait occupé Rutshuru, Kiwanja, lorsque le M23 s'était retiré. Mais les gens ont jubilé, on n'est pas dit qu'ils ont sablé le champagne, ils ont sablé le cassix. Alors, ils sont... Mais après, lorsque le M23 est revenu, mais c'était la morosité. Donc, le M23 croit que vraiment le monde entier et les Congolais sont des imbéciles. Ils peuvent faire d'eux ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter n'importe quoi, et ils croient aujourd'hui qu'ils peuvent menacer toute la communauté. Parce qu'en fait, vous savez, ces gens-là se disaient que non, cette force internationale, ça ne viendra jamais.
Maintenant qu'il voit que la force commence à venir, il s'agite dans tous les sens. Et moi, j'aimerais mieux que la MONUSCO comprenne bien à quel genre d'hommes qu'on a du côté du M23. Des gens qui estiment qu'ils ont le droit d'occuper une partie du Congo, d'y faire ce qu'ils veulent, mais le Congo, avec toute la communauté internationale, n'a aucun droit de rétablir la paix, de faire revenir tous ces gens qui ont fait. Et la MONUSCO doit savoir que ces gens qui sont là-bas, et qu'ils ont ménagé pendant ainsi longtemps, qu'ils ont traité comme une force... Et la preuve, c'est que maintenant, même la MONUSCO est obligée de rendre des comptes au M23 en saisissant ces véhicules en contrat parce que, estimant que dans ces véhicules, il y a des armes pour Alors, la brigade. merci. Nous allons continuer le débat. Je commence avec Bienvenue, comme au début. Alors, Bienvenue, c'est dans ce contexte qu'on a évalué l'accord de Sun City. 10 ans après, est-ce qu'on a avancé? Est-ce que tout ce qui avait été recommandé à Sun City, est-ce qu'on a réussi à rétablir la paix, à consolider la démocratie, et un atelier a eu lieu dans ce sens-là. Vous-même, quelle lecture vous faites de cet accord 10 ans après? Alors, Charlie, je ne ferai pas une lecture de cet accord de Sun City. Cet accord de Sun City, moi, je l'ai oublié. Nous avons une nouvelle réalité. Nous avons connu deux cycles électoraux dans ce pays. Ceux qui ont dirigé le pays par voie de consensus et autres, les nostalgiques des conciliabules, ils doivent cesser de rêver et de croire qu'on va comme ça agiter un passé que certains Congolais n'ont pas accepté, certains patriotes congolais n'ont pas accepté. Sun City a vécu. Sun City a produit le monstre 1+4 avec les résultats que nous connaissons. Sun City a produit des élections de 2006 et une nouvelle réalité politique a été vécu au pays. Donc les nostalgiques de Sun City n'ont qu'à se soumettre désormais aux urnes. Maintenant, la politique se passe. Vous voulez gérer le pays, c'est par voie des urnes. J'ai même entendu quelqu'un que je respecte beaucoup dire qu'il faut un nouveau consensus. Mais nous avions déjà trouvé un consensus. Le consensus minimal que nous avions trouvé, c'est que personne n'a plus le droit d'accéder aux affaires par les armes. On passe par les urnes. Et c'est ce consensus qu'on doit plutôt consolider. Quand on a eu des élections chaotiques en 2011, mais au lieu d'évaluer les élections de 2011, on évalue Sun City, c'est comme si les gens évitent d'affronter les vrais problèmes, le vrai problème des élections, pour que nous puissions avoir un cycle électoral qui ne serait pas entaché d'irrégularité dans les jours à venir. On veut plutôt se cacher sur Sun City, une page définitivement tournée. Très bien. Une page alors, Joël, Sun City, 10 ans après, il était recommandé la mise en place des institutions démocratiques, l'organisation des élections, la création d'une armée républicaine et dissuasive, le recensement de la population. Est-ce que tous ces objectifs ont été atteints? Si oui, quelle année la conséquence aujourd'hui? Bon, je ne sais pas comprendre pourquoi les confrères Bienvenus demandent que l'on oublie totalement Sun City, parce que c'est Sun City qui nous a produit les dirigeants que nous avons aujourd'hui. C'est Sun City qui y a été à la base de la lutte pour mettre fin à la crise de légitimité que notre pays connaît depuis 1960 jusqu'à nos jours. Il avait été arrêté certains objectifs à Sun City, notamment l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, ce qui a été énaqué en 2006, on peut le dire, l'érection d'une armée républicaine, qui n'est pas le cas parce que nos frontières restent poreuses jusqu'à cet instant, et vous savez que la population est en train de mourir dans l'est de la République démocratique du Congo, et même ailleurs, au Katanga, et ainsi de suite. Vous sentez que ce sont les ratés, n'est-ce pas, du consensus. La réconciliation nationale, jusqu'aujourd'hui, il faudrait dire que c'est un échec patent, parce qu'on sent encore des grandes frustrations qui sont à la base de certains soulèvements. Il n'y a pas longtemps que nous venions d'attendre le 23 mars dernier, les soulèvements de ce que l'on a appelé Bakatakatanga. Vous avez entendu les soubresauts dans la province du Bas-Congo avec les Mbundu Dia-Congo. Vous avez entendu l'affaire des Enyele. Toutes ces questions-là voulaient que les dirigeants actuels puissent mettre en place quelque chose qui puisse réconcilier les Congolais. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas réconciliés. Il y a des frustrations dans les cœurs qui font en sorte qu'on donne toujours certains prétextes, certains alibis
à quiconque voudrait déstabiliser la paix en République démocratique du Congo d'avoir une raison, d'avoir un alibi. Pourquoi aujourd'hui certains Congolais ont rejoint, n'est-ce pas, le Rwanda dans son élan, n'est-ce pas, de déstabiliser la République démocratique du Congo? C'est en se recroquevillant derrière certaines revendications qui ont été bien élaborées, qui ont été bien signifiées dans l'accord de Sun City. Je crois qu'il y a lieu de revisiter les objectifs de cet accord de telle sorte que l'on puisse partir sur de nouvelles bases en mettant catégoriquement fin et définitivement fin à la crise de légitimité en République démocratique du Congo. Je vous vois un peu protester, vous avez vous-même été à Sun City et aujourd'hui votre propre fils, si vous avez été là quand on a signé cet accord, est-ce que les objectifs que les négociateurs s'étaient assignés ont-ils été atteints aujourd'hui? Parce qu'on a vu les grands acteurs qui étaient là, comme Azarias Rouberoa, Olivier Kamitatou, alors il était encore du côté du MLC, et puis Vital Kamere qui était du côté du gouvernement, Didier Moumeng. En tout cas, il y a eu beaucoup d'invitations depuis Sun City. Aujourd'hui, comment vous pouvez évaluer personnellement cet accord? Vous savez, quand j'entends le discours ici, j'ai mangé un sandwich avant de monter sur ce problème. J'ai faim une fois pour toutes parce qu'en fait, tout qui était en moi se vide. Chers amis, écoutez, les négociations de Sun City, les confrères viennent de le rappeler, avaient comme but de mettre fin à la crise de légitimité. Et cet objectif a-t-il été atteint, oui ou non? Cet objectif a été atteint. Et tout Sun City, tout l'accord de Sun City a été confiné dans la transition avec une constitution. C'est pendant la transition qu'on devrait évaluer tout ce qui était demandé par l'accord de Sun City. Parce que c'est par rapport à une transition à une constitution de la transition ou loi de la transition. Mais aujourd'hui, on est déjà sorti de la transition, c'est-à-dire on a une nouvelle constitution. On a une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum. Et sur base, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est plus par rapport à l'accord global et inclusif de Sun City, mais par rapport à la Constitution de la République, par rapport aux nouvelles lois de la République. Mais aujourd'hui, vous allez rentrer à évaluer l'accord de Sun City. Vous l'évaluez sur base de quoi? Sur base de quoi et pour quel objectif? Parce qu'il y a des gens en fait qui croient qu'ils ont cru que ça sera si facile avec les élections. Tout le monde demandait la troisième république de tout ça. Et même à l'époque de la conférence, on disait quoi? Nous devons partager le pouvoir parce que personne n'a gagné les élections. Personne n'a gagné les élections, donc personne n'a le droit de parler. Mais désormais, il y a eu des élections, il y a des gens qui ont gagné les élections. Vous savez, c'est pourquoi nous avons la difficulté. Nous avons la difficulté parce que les partis politiques sont des machins, juste des petits ligablos que les gens inventent jusqu'au pour le moment des élections, pour se positionner au moment des partages. Mais en dehors de ça, les partis politiques n'ont pas fait leur travail pour expliquer aux gens ce que c'est la troisième république. Qu'est-ce qu'un pouvoir des élections? On est tellement habitué avec le pouvoir de Mobutu pendant 30 ans, c'était ancré. La plupart des gens qui sont là sont des petits Mobutistes, des Frogémos, des ceci, de cela. C'est là où ils se sont formés leurs convictions politiques. Pendant toute la transition de 11 ans, ils n'ont fait que partager le pouvoir. Et les gens ont cru que c'est cela la réalité politique. Mais ils n'ont pas expliqué, et même ne comprennent pas que lorsque vous allez aux élections, si vous avez perdu, vous êtes dans l'opposition, quel que soit ce que ce pouvoir-là va faire, vous êtes obligé d'expliquer à la population pour qu'il y ait alternance à d'autres élections. Il n'y a plus de Sun City à refaire. Merci. Alors, il y a des élections à refaire Israël, en 2016. La légitimité, la Sun City a mis fin à la crise de légitimité, à organiser les élections. On devait aussi reconstruire l'armée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces objectifs ont été atteints à votre avis? Non, ce que j'entends ici me surprend. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui nous reparlons, nous sommes en pleine crise de légitimité. Il y a une partie de l'opposition, la plus significative à Joseph Kabila, qui ne le reconnaissent pas en tant que chef d'État. La crise de légitimité existe bel et bien parce que les élections qui ont été organisées en 2011 étaient des élections contestées. Et par une partie des Congolais, et par une partie justement de la communauté internationale. Ne nous voilons pas la face. Quand j'entends ici qu'on ne peut pas parler de Sun City, excusez-moi, l'ordre politique actuel,
la Constitution elle-même, celle qui nous régit actuellement, est une émanation, est une conséquence de l'accord global et inclusif de Sun City. Donc Sun City est le soubassement politique de l'ordre juridique que nous avons aujourd'hui. Donc il faudrait absolument, pour retrouver le consensus, pour retrouver l'esprit des institutions actuelles, de l'ordre politique actuel, rentrer à Sun City. Et Sun City voulait quoi? Voulait désormais que le jeu politique soit serein, que le jeu politique ne soit pas une question de vie ou de mort. Or, nous sommes là aujourd'hui dans une question de vie ou de mort. Les élections n'ont pas été apaisées, n'ont pas été suffisamment transparentes, n'ont pas été suffisamment crédibles. C'est un échec. Nous avons une armée qui est en débandade chaque fois qu'il y a une petite rébellion qui s'élève à gauche et à droite. C'est un échec, parce qu'un des objectifs de Sun City était de bâtir une armée forte et républicaine pour protéger les frontières nationales. Et alors, protéger c'est ce qui justifie Sun City bis, par exemple? Non, je ne dis pas ça. Les intellectuels congolais, comme les hommes politiques, ont le droit de réfléchir sur un accord qui a justement modifié justement la configuration politique de notre pays, qui a justement essayé un peu de tracer une nouvelle voie. Ils ont le droit de s'interroger pour rectifier les styles. Vous ne pouvez pas réinterdire à ces intellectuels là-bas, politiciens, de réfléchir, de faire un bilan. Pour eux, le bilan, pour certains, il est mitigé, pour d'autres, il est négatif. Mais moi, je pense que la réflexion valait la peine d'être faite. Et moi, je pense que quand un homme parle, par exemple, de consensus, mettons-nous d'accord sur le consensus par rapport au calendrier électoral, par rapport aux échéances électorales, par rapport à l'oration des élections. Il faut que nous mettions d'accord. Dans Sun City, il y avait également la question de la réforme de la police. Écoutez, la police a du mal à mettre fin au Koulouna et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Non, je suis en train de relater, il y avait 5 objectifs majeurs à Sun City. Oui. Et donc aujourd'hui, si par rapport à ces objectifs-là, nous sommes en train de tendre ces objectifs, on a atteint aucun. Attendez, je vous rappelle qu'il y a les élections locales qui n'ont jamais été organisées ni en 2006, ni en 2006. Tout à fait. Charlie, au point où on en est, nous devons rentrer à la table ronde de Bruxelles. Non, voilà la table ronde qui a fondé le Congo, qui a donné tous ces l'indépendance, tout ça. Écoutez, je voudrais terminer. Laissez-moi terminer. Au point où on en est, on doit rentrer à la table ronde de Bruxelles. Oui. Mon cher ami, Sun City a mis en place deux mécanismes, a mis des lois. Ce sont ces lois-là qu'il faut évaluer. Ce n'est plus Sun City qu'on doit évaluer, qui était un forum circonstanciel. Mais par contre, Sun City a mis en place des histoires permanentes. C'est ça. Si on doit évaluer notre cause. À propos de l'armée, j'aimerais mieux dire, est-ce que Sun City a créé des conditions de création d'une armée? Non, au contraire. Sun City avec son armée restructurée, RCD vient avec 40 000, c'est-à-dire c'était dans le cadre du partage. Il y en a qui ont eu des postes au gouvernement, le petit Bitinda à gauche là, sans formation, on les a versés dans l'armée, et ainsi de suite. Et c'est Sun City a créé de bonnes conditions de créer une bonne armée? Non, justement. Non, c'est juste une minute pour dire ceci. Je ne sais pas ce que l'on veut réellement. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de réflexion est consacrée par la Constitution, tant vantée par mes confrères. Mais pourquoi on ne peut pas laisser à certains intellectuels, à certains politiciens de réfléchir et on leur refuse même le droit. Nous critiquons nous aussi. Non, nous utilisons notre liberté de les critiquer. La liberté d'expression est consacrée. Mais on ne leur interdit pas. Nous utilisons notre liberté aussi de les critiquer. Enfin, qui leur a interdit? Attendez, s'il vous plaît. Oui, bienvenue, vous avez 30 secondes. Oui, par rapport à ces dossiers, si les amis qui ont initié cette révisitation de Sun City étaient sérieux, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est révisiter plutôt les élections de 2011, les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Parce que le consensus de Sun City avait déjà été appliqué à travers le 1+4. Bienvenue. Une fois n'a pas participé, par exemple, aux élections de 2006. Et les élections locales n'ont jamais été organisées. Est-ce que c'est Sun City qu'il faut interroger? C'est la loi électorale. Il faut interroger la loi électorale actuelle. Je suis très d'accord avec Diana dans cette affaire-là. C'est parce qu'on a évolué. On ne doit pas remonter au déluge et d'infiniment remonter au déluge. Il faut interroger le gouvernement et la loi électorale. Vous n'allez pas interroger toutes ces questions étaient réglées. Ils sont en train de nous distraire, simplement. On ne distrait pas. Ces intellectuels disent ceci, que le gouvernement actuel a trahi l'esprit. Mais interrogez le gouvernement, mais pas Sun City. C'est Sun City. Non. C'est la marmite qui a préparé ce pouvoir. À Sun City, il était convenu, justement, que plus jamais aucun Congolais ne recourt aux armes. C'est le gouvernement qui a recouru aux armes. Je dis ceci, mais quand vous faites une politique, justement,
vous n'encouragez pas la libre expression démocratique en organisant des élections qui ne sont pas crédibles. Vous encouragez quelque part aussi le recours à... Écoutez, ne trahissez pas l'esprit. Il y avait un consensus à Sun City. Mais justement, on avait à évaluer les élections, on résoudrait les problèmes au lieu de rentrer à Sun City. Justement, écoutez, ces intellectuels vous disent ceci, il ne faut pas trahir l'esprit de Sun City, il faut que le gouvernement soit plus consensuel en matière de grandes décisions. C'est là le vrai problème. S'il vous plaît, maintenant, on va évoluer. Nous avons beaucoup épilogué là-dessus. Je crois qu'on doit chercher, c'est vrai, Sun City peut avoir été considéré à un moment comme une base. Il fallait partir de quelque part pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Il faut améliorer. Mais on condamne le gouvernement. Aujourd'hui, bienvenue, le Premier ministre doit faire face à une motion de censure déposée par un député de l'opposition et également pour lui demander des comptes en rapport avec la gestion du pays. Alors, comment vous avez d'abord analysé cette initiative du député de l'UNCJ Baudouin Mayo? Beaucoup de choses ont été dites autour de cette motion, mais il a recueilli, Jean Baudouin Mayo, à travers sa motion, a mené 135 signatures sur le bureau de 137, ce qui dépasse les 125 exigés. Charlie, vous savez, la démocratie a ses exigences et le gouvernement a le devoir de redevabilité vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement en est l'émanation. Donc le gouvernement, c'est en fait le fils aîné du gouvernement de l'Assemblée nationale. Et lorsque l'Assemblée nationale demande au gouvernement des comptes, c'est tout à fait normal, c'est dans l'exercice normal de la démocratie. Et même sur ce même plateau, j'avais soutenu que sous d'autres cieux, les ministres eux-mêmes demandent à être entendus par la représentation nationale parce qu'ils estiment que lorsqu'ils ont l'adhésion de la représentation nationale, ils peuvent exécuter facilement leurs décisions et opérer des réformes. Le Premier ministre a donc intérêt à se soumettre à cet exercice et je suis heureux d'apprendre des sources de la primature que Matata Mpogno ne compte pas se dérober de cette obligation et se présenterait, je parle toujours au conditionnel, devant la représentation nationale pour répondre de cette motion de censure. Mais seulement, en tant que journaliste, je me dis, il faut aller au-delà du factuel. Le fait est là, le Premier ministre ira se représenter devant la représentation nationale. Mais est-ce que ça produira les effets escomptés? Ça, c'est une autre question. On a déjà franchi un pas, mais on ne peut pas aujourd'hui rêver que l'on va déstabiliser Matata, on va régler quelques comptes à Matata par le simple fait d'avoir amorcé la motion de censure sous-traitée, selon des sources, par l'opposition UNC. Donc je pense que les boss de la majorité qui sont à la base de cette motion de censure devraient avoir le courage. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils devaient avoir le courage de présenter eux-mêmes la motion de censure. Plutôt de chercher à déstabiliser, je suis par là, Charlie, chercher à déstabiliser Matata tel qu'on le fait actuellement, c'est un peu lâche. C'est un peu lâche. Oui, est-ce qu'on incrimine la majorité parce que la motion a dépassé le nombre d'élus de l'opposition ou parce que l'initiative elle-même n'en a pas d'importance parce qu'on sait que la majorité va rejeter cette motion? Non, moi je ne pense pas d'abord que pour revenir d'abord, je ne pense pas d'abord que c'était une motion qui a été fabriquée par les bons de la majorité. Je pense qu'à l'opposition quand même que Mayo est une personnalité sérieuse qui peut instrumenter une motion de censure, bien l'articuler comme le Premier ministre. Donc c'était une opposition, elle n'a pas été sous-traitée par la majorité à l'opposition. Non, moi je pense qu'elle émane bel et bien de l'opposition, bel et bien de l'UNC par Mayo, mais justement elle a recueilli des signatures des cadres et de certains députés de la majorité. Cela, je ne veux pas nier justement l'hostilité ou l'animosité que nourrissent certains cadres de la majorité à Matata. C'est un secret de polichinelle, ils n'ont jamais accepté comme Premier ministre. C'est des bonnes guerres, c'est le combat politique. Mais j'aimerais dire ici, mais si le chef de l'État décide, ils seront obligés de s'incliner. C'est ça la grande question de cette motion. C'est ça la grande question de cette motion. Ça sera un test sur le leadership de Kabila. Parce que, écoutez, pourquoi les gens obéissent à Kabila? En principe, les gens ne sont pas autour de Kabila parce qu'il a les 5 chantiers. Ce n'est pas autour d'une idéologie comme ils peuvent le faire croire. C'est parce qu'on donne des postes, on donne des cadeaux à gauche et à droite. Là maintenant, Kabila est en fin mandat. Kabila a 3 ans à peu près au pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut encore garantir? Qu'est-ce qui peut souder ces gens autour de lui? C'est ça la grande question.
quand il n'aura plus à offrir quelque chose, qu'est-ce qui va souder la majorité? Maintenant, c'est là le combat idéologique va commencer. Kabila n'aura plus de poste à promettre à X ou à Y. Là, maintenant, la grande question. Aujourd'hui, si la majorité se décide à désobéir à Kabila et à suivre leur conscience, que va-t-il leur advenir? C'est ça la grande question. Nous sommes maintenant là au jeu du cœur démocratique. Quand les mandats sont presque terminés, quand les cycles électoraux sont respectés, les gens deviennent plus indépendants. Ils ne sont plus, comment dirais-je, dépendants justement de cadeaux politiques. Et nous sommes là dans... Nous allons, vraiment, pour moi, c'est une... Très bien. Alors, je rappelle, avant de vous donner la parole, que le député Mayo reproche au Premier ministre la gestion calamiteuse et prédatrice du pays et la violation récurrente de la Constitution. Et il est signalé aussi que la situation générale du Congolais ne cesse de se dégrader malgré les performances économiques que le gouvernement étale à longueur de journée, les cadres macroéconomiques maîtrisés, l'inflation maîtrisée, la croissance est en train de progresser. Mais tout ça, on ne voit pas le retomber dans la vie du Congolais moyen. Et le député Mayo voudrait avoir, et il y a quelque part, on dit aussi, on dénonce l'enrichissement du Premier ministre. Alors, est-ce que cette motion sert à quelque chose dès lors que l'on sait que la majorité ne sera pas en mesure de lâcher son Premier ministre? Oui, je sais que la majorité ne va pas lâcher son Premier ministre, ça c'est évident, parce que mot d'ordre viendrait certainement de Kingakati pour bloquer la machine et on trouvera une astuce sur le plan juridique, judiciaire ou sur le plan de la procédure pour arrêter cette machine. Mais là où il y a à dire quelque chose, c'est par rapport au fond de la motion. Mon frère, nous avons entendu la campagne sur la maîtrise du taux d'inflation, nous avons entendu la campagne sur la publicité sur l'atteinte du point d'achèvement, nous avons entendu la maîtrise du cadre macroéconomique. Mais au-delà de toute cette campagne, qu'est-ce que nous avons en ce qui concerne le panier de la ménagère? Mais ça crie creux. Les prix des denrées de première nécessité ont été revus au centuple. On peut dire que non, ça c'est l'opérateur économique qui cherche le profit, qui cherche l'intérêt, mais parlons du courant et de l'eau. L'eau et l'électricité aujourd'hui, chacun ici a une maison, vous allez vous rendre compte que l'eau a été revue aussi à la hausse. Facture, prenez vos factures de 5 derniers mois. Novembre, décembre, janvier, février, mars, vous allez vous rendre compte que les factures de l'eau et de l'électricité ont été aussi revues à la hausse. Mais qu'est-ce que ça a apporté, la maîtrise du cadre macroéconomique? Qu'est-ce que ça a apporté? Mon confrère en face, Diana, a été arrêté comme et mis en prison. Et pendant toujours la gestion du Premier ministre Matata Ponyo, on a crié... Mais s'il avait... C'était injusticiable qu'il soit journaliste. Non, il est justiciable, mais écoutez, dans quelles conditions? Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut arrêter comme un malfrat. Et on l'a jeté en prison comme un malfrat. Il a fallu que nous puissions crier de gauche à droite et pour qu'il sorte. Et même maintenant, là, ça en liberté provisoire. Il est en liberté provisoire. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont des choses... On peut défendre comme on veut, Matata et ainsi de suite, mais mon cher, c'est un échec. Donc là, ne mettez pas, dites que la justice, vous voulez incriminer la justice, si je vois bien. En effet, qu'est-ce qu'on peut... Mais la justice est sous... En effet... De Matata. Non, en effet, non. On peut parler, mon cher, de la séparation de pouvoir. Non, les magistrats, je vous en prie, les magistrats dépendent du pouvoir... Ils sont nommés... Non, les magistrats dépendent du pouvoir exécutif. Hein? C'est pas le pouvoir judiciaire. Parce que on doit le savoir. En dehors des juges, bien sûr, la justice est indépendante, le parquet dépend et qui l'ont planqué là-bas. Et vous voyez, on peut dire non, la tomate peut augmenter de prix, c'est normal, mais les courants, mais l'eau. Très bien, vous avez déjà dit ça, alors on va finir cette question avec vous. Notre confrère du Phare parlait déjà de notre match de complaisance qui aura lieu dans quelques jours au Palais du Peuple, à moins d'une scène spectaculaire où Mayo retire sa motion, mais au moins l'initiative est engagée, la responsabilité du Premier ministre sera mise, en fait, l'avenir du Premier ministre Matata Ponyo se joue dans quelques jours ici au Parlement. Est-ce que vous êtes sûr que la MP aujourd'hui puisse se dédier? Oui, écoutez, si je n'étais pas journaliste, j'allais dire que je ne comprends pas le fait qu'on fasse de cette motion un événement. Mais je suis journaliste et je sais pourquoi les gens font de cela un événement. Mais vous allez vous rendre compte... Mais pourquoi? Il faut le dire, parce que les gens risquent de penser ils le font un événement parce qu'en fait, la presse vit de ça. Des événements. Vous auriez voulu... Écoutez, nous ne sommes pas...
Attendez, qu'il explique. La presse, moi, en tant que journaliste, je cherche de quoi me mettre sous la plume. De quoi me mettre sous la plume. Et qu'est-ce qui fait intéressant? Mais c'est ça, je ne parle pas d'argent. Les sensationnels. C'est ça. Bon, je dis ceci. Je dis ceci. Lorsque j'apprends ici, qu'est-ce que cette motion va produire? Mais rentrons dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on attend d'une motion de censure? La motion peut être votée, le gouvernement tombe, ou rejetée. Oui. Voilà ce que nous attendons. Qu'est-ce qu'on veut qu'on attende? Si le fait qu'il y ait des députés de la majorité qui signent la motion, on dit, ah, ces députés-là, il y a déjà complot contre Matata. Mais quand toute la majorité dit, nous ne signons pas, c'est la majorité mécanique. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut justement? Quand la majorité dit que non, quand même, il y a quelques élus qui comprennent que ce qu'on a dit, c'est vrai, ils signent la motion. On dit, ah non, voilà, Matata a fermé les robinets, on lui en veut, Matata ceci, les réformes. Mes chers amis, j'ai dit sur ce plateau, je reviens pour dire que le jour où la majorité voudra de la tête de Matata, on va l'appeler, soit si on est gentil, on l'appelle au bureau du président de la République ou de la personne qui sera chargée, ou on l'appelle carrément au téléphone, monsieur, va à la RTNC demain, présente ta démission. Et c'est comme ça qu'on lui dira. On n'attendra pas que Mayo fasse son cinéma au Parlement avec les intentions. Parce qu'en fait, la motion, c'est quoi? On voudrait venir dans la motion pour montrer que, voilà, vous avez entendu la théorie qu'Israël vient de développer ici. Kabila a fait mandat, il n'a plus rien à donner. Et selon cette motion, il n'a plus de troupes en rang, ça sera la débandade. Et comme ça, ils vont se donner la preuve par neuf que voilà, c'est déjà la débandade. Mais vous vous trompez, monsieur. Le clan politique, là, il est encore plus soudé qu'avant. Voilà. Même maintenant, vers là, il sera soudé. Merci. Et Vous avez des assurances. ne tombera pas parce que Mayo le veut. Matata tombera le jour, parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, non, le jour où la majorité voudra, tout ce que c'est que Mayo dit dans sa motion. Mais vous savez, moi je suis journaliste depuis plus de 30 ans, je l'ai toujours entendu. C'est pour cela que nous sommes allés à la conférence nationale, le peuple souffre, et c'est le même discours, parce qu'il a déjà changé. Mais est-ce que c'est faux ça? Même lorsque le leader de Mayo était aux affaires, c'était le même discours qu'on a entendu. Alors, merci. Voilà, très bien, Israël. Ça ne change jamais, ça ne changera jamais par le coup de bâton. Très bien, un instant. Si vous voulez que nous évaluions ce qui a changé, on peut l'évaluer. Très bien. Soyons honnêtes et évaluons ce qui a changé. Merci. C'est dans ce contexte que Matata, on en veut au Parlement, Matata aussi. Il y a un autre groupe de criminels qui voulait attenter à sa vie. Je mets entre crochets, oui, ce sont des présumés criminels. La police a encore présenté une bande d'individus, dont un journaliste qui était attaché de presse de M. Djomi. Le groupe est même baptisé Israël, le groupe Imperium, donc proche du président de l'UDPS. Comment vous avez vu cette deuxième bande qui voulait attenter à la vie du chef de l'État, qu'on a démontré, Djomi lui-même, arrêté, il doit déjà bientôt se présenter devant le PGR. Vous avez rapidement quelques minutes pour... Bon, c'est encore une fois bon, sans revenir à Sun City, ça montre que si c'est vrai que ces gens là-bas ont voulu attenter à la vie du chef de l'État, que nous sommes encore loin des objectifs de Sun City, où il ne faut pas attenter à la vie du chef de l'État pour accéder au pouvoir. Je condamne cela, mais je pense que tout cela participe justement à la crise de légitimité, au mauvais climat politique. Et j'espère que le dialogue national qui sera initié va essayer de réparer cela. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur Kabila? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur lui? Des monstruosités à longueur de journée sur Internet. Je pense que même Kabila a été plus insulté que Mobutu. Et je pense que, quelque part, c'est injuste. Et donc tout ça, ce discours politique haineux, vraiment, ne peut qu'engendrer des entreprises criminelles. Je ne valide pas, moi, franchement, toutes ces entreprises criminelles. Et je ne sais même pas si ils ont été manipulés ou pas. Parce que, vous vous doutez bien, je n'ai pas confiance en mon appareil sécuritaire. Parce que, par le passé, on a eu à faire des montages grossiers et tout ça. Je ne sais pas encore démêler le vrai du faux. Donc je suis vraiment très réservé sur cette question. Mais par principe, je condamne en tout cas toutes les entreprises criminelles qui visent à attenter la vie de tout homme d'abord. Et Djomi, inculpé pour viol, est maintenant cité comme auteur moral de cette bande. Oui, justement. Et en tout cas, dans le prochain jour, je pense que la justice, j'espère qu'elle va nous éclairer. Mais nous avons décrié ici la justice. La ministre elle-même a décrié le comportement de la justice lors de la question d'actualité au Parlement. Donc nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous voulons avoir des magistrats, justement, surtout ceux du siège, indépendants. Mais nous sommes encore très, très, très loin du compte.
Et ça, justement, ça ne permet pas de nous forger une opinion. On peut être manipulé par les services de sécurité qui peuvent entrer dans la maison d'un kidam qui est un adversaire politique, placer des objets compromettants et vous présenter à la presse. Et donc, pour vous être à l'abri de cette manipulation-là, il faut avoir un appareil judiciaire hyper indépendant, très bien. hyper compétent. Merci Israël. Bienvenue. Une autre bande présentée après celle que nous avons vue il y a quelques jours ici, toujours en train de préparer, de renverser le pouvoir en place. Pourquoi cette propension à la violence, aux attentats à la vie du chef de l'État? Non, Charlie, il y a un montage grossier. Moi, je le dis de manière péremptoire, c'est un montage grossier et que ceux qui sont devenus spécialistes dans ces genres de trucs pour faire peur au chef de l'État, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Plus jamais dans ce pays. Mais on a quand même arrêté des collaborateurs de Djomi. J'ai cité le nom de notre confrère Verdi qui a été présenté. Charlie, je parle d'un montage grossier, donc qu'on arrête X ou Y. Pour moi, je le dis de manière péremptoire, sans même réfléchir, faire des analyses, c'est un montage grossier. On doit arrêter à faire peur au chef de l'État. On n'attend plus jamais dans ce pays, on acceptera qu'un chef de l'État en exercice soit tué comme Laurent Désiré Kabila l'a été. Donc les Congolais ne sont pas des criminels. Je préfère ne pas avoir ce spectacle régulier où on vient, le ministre de l'Intérieur vient nous présenter des comploteurs contre la vie du chef de l'État. Je pense que ce sont des imaginations, et cette imagination fertile, est-ce qu'on voudrait mettre dans la tête des gens qu'il faut attenter à la vie du chef de l'État? Il faut arrêter cette affaire parce que ça sent mauvais. Ça sent tellement mauvais que l'on se dit pourquoi est-ce que c'est seulement Dieu Mindonga là? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente une machette, on nous présente des bouteilles d'eau gazeuse, on nous présente des téléphones portables. Donc même moi, un matin, on peut m'arrêter parce que j'ai 2 téléphones portables, une bouteille d'eau gazeuse et une bouteille, 1 demi-litre d'essence. Donc je vais attenter à la vie du chef de l'État. On doit arrêter et ça ne nous crédibilise pas. Ça ne crédibilise pas notre appareil sécuritaire, ça ne crédibilise pas nos autorités, ça ne crédibilise pas l'élite. Si Dieu Mindonga a commis des fautes, on l'avait attrapé dans cette affaire de meurtre. On peut rester là-dedans et l'inquiéter pour ça. La sanction pour viol sur mineur, elle est importante. Il peut être mis au NUF quelque temps, même si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, ça c'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, qu'on fasse en sorte qu'il soit associé à cette affaire afin de parler de l'impérium et que l'on implique Tshisekedi, je pense que c'est tellement ridicule. Merci, bienvenue. Nous ne pouvons pas accepter. Joël demandait déjà la parole. Joël, quelle est votre réaction par rapport à cette nouvelle bande d'assassins présumé, je dis bien, présenté par la police nationale congolaise? C'est bienvenu là appelé montage grossier. Moi je trouve que c'est un simulacre de complot contre le chef de l'État. Dans la mesure où il y a plusieurs complots dans ce pays. Vous vous souviendrez de Major Lengue, vous vous souviendrez du 27 février de l'année passée, vous vous souviendrez en fait de beaucoup de simulacres de montage, mais je crois que des gens qui sont en train de concevoir ces trucs d'affaires sont contre le chef de l'État. Ils veulent lui créer dans sa tête une certaine anxiété, une certaine psychose pour qu'il ne puisse pas entrer en contact avec sa population. Je crois. Ce sont des gens qui veulent éloigner Kabila de sa population. Ce sont des gens qui veulent éloigner Joseph Kabila de la base. Or, c'est un homme, quand nous le voyons dans ses descentes, il préfère entrer en contact avec la population, saluer sa population. Tout ça, on veut lui créer une psychose dans la tête pour davantage l'éloigner et qu'il continue toujours à faire souffrir la population. Je crois qu'il est tard. Ce n'est plus le temps de créer quelque chose dans la psychose du chef de l'État qui aime sa population, qui est plus près de sa population. Je crois qu'on doit arrêter avec ça. En tout cas, c'est un simulacre. Et ceux qui conçoivent de telles choses doivent l'arrêter parce qu'on n'est plus au moment encore d'attenter à la vie des chefs de l'État qui est d'ailleurs beaucoup plus aimé par sa population. Oui, alors votre mot là-dessus? Oui, mais je suis aussi peiné lorsque j'apprends ici. D'abord, il y a une théorie qu'il y a effectivement crise de légitimité. Mais mon cher ami, dans une démocratie, s'il y a crise de légitimité, il y a peut-être contestation du pouvoir. Et on conteste le pouvoir par des mécanismes appropriés. C'est la différence avec la Deuxième République. Les gens contestaient un pouvoir, mais ils n'avaient pas où aller le contester. Il n'y avait rien. C'est ça la différence. Mais j'en arrive pour dire que cela crée un climat de tension aujourd'hui. Je me dis, supposez, je vais y aller par quelques réflexions.
supposons que on ait attaqué le chef de l'État et qu'il en meurt. Qu'est-ce qu'on allait dire des services? Les services sont incompétents. Mais toutes les fois que les services anticipent, arrêtent quelqu'un, c'est un montage. Donc, moi, je me demande comment les services dans un pays peuvent être. Et vous savez, tout cela, c'est quoi? C'est parce qu'on dit que le pouvoir est bête, les services sont bêtes, et supposons que les gens allaient faire un montage. On a l'intention d'un montage pour faire crédible. Vous pensez qu'on donnerait la machette à ces gens-là? Parce que c'est ceux qui font les montages n'ont pas de chars, n'ont pas des armes lourdes, n'ont pas tout ce qu'il y a comme arsenal militaire pour mettre à disposition pour que le montage soit crédible et sérieux. Vous pensez qu'ils n'en ont pas? Non, on croit que non, c'est un pouvoir bête, ils ne peuvent qu'agir de façon bêtement. D'ailleurs, on a toujours estimé que le pouvoir est diabolique, c'est l'opposition qui est sainte. Mais c'est justement le contraire. C'est pour vous dire que nous avons affaire à une opposition de ramassage et de la cueillette. Qui pense, les gens réfléchissent très peu, qu'il suffirait d'assassiner le chef de l'État. Et aujourd'hui, je me pose la question sincèrement. Diom, il représente quoi? Mais on le rend important. Laissez-moi parler, non, laissez-moi Rapidement, parler. on le rend important. On lui donne de la valeur. C'est ce Attaqué que je dis, partout. je voulais en Ouais, arriver. ouais. Diomi, comme homme politique, il représentait quoi? Lui-même, pour exister, il est obligé de s'accrocher à Tshisekedi. J'apprends ici qu'on veut atteindre Tshisekedi par Dieu. Mais Tshisekedi lui-même commet des actes infractionnels par lesquels on pouvait s'attaquer directement. On a peur de lui. Voilà. Ouais. On ne l'arrête pas lui-même qui appelle à ce qu'on assassine le chef. Lui-même le dit clairement qu'on arrête le chef de l'État, qu'on les lui amène bras et contre main. On ne l'arrête pas et on va l'arrêter par Dieu. Non, c'est pour vous dire que arrêtons de cette histoire de montage. Ne mettons pas le cas de conscience dans les secteurs. Ah, si nous arrêtons encore, on va dire un montage. Et vous préparez à ce qu'il y ait effectivement un coup. Très bien. Arrêtons. Alors, merci. Arrêtons. On va peut-être s'arrêter là, mais on ne peut pas conclure cette émission. Monsieur le réalisateur, donnez-moi une minute. La presse congolaise est une fois de plus en deuil. Un grand monument vient de nous quitter, vraiment un baobab. Et j'ai un témoin vivant ici qui a toujours dit que le vrai journaliste de la presse écrite, c'est une espèce en voie de disparition. Et aujourd'hui, Mankenda Voka n'est plus l'éditeur responsable du journal L'Observateur. Ça est allé le vendredi. Et un mot, bienvenue, en attendant le programme de funérailles. Un mot rapidement, nous sommes vraiment à la fin de l'émission, sur ce qu'était Mankenda. En tout cas, un modèle de professionnalisme vient de s'éteindre. Je ne le dis pas parce qu'il serait décédé aujourd'hui. On a qu'à lire les éditoriaux de Mankenda Voka. Ce sont des éditoriaux d'une intensité telle que vous retrouvez une analyse percutante. Je pense qu'on vient là de perdre un baobab et la perte de Mankenda Voka, moi je le ressens comme une perte intime et là la presse vient vraiment d'être frappée d'un coup de massue. Très bien. Alors Israël, un mot sur le vieux que nous avions l'habitude d'appeler le vieux Mavo. Mavo, oui. Et un mot. En tout cas, mes condoléances à ta famille et paix à son âme. Voilà. Joël. La forêt médiatique est tellement indépendante, des grands baobabs viennent tomber. Et nous, journalistes, animaux, qui devrions nous reconnaître sous son ombre, nous sentons déplumés et nous ne pouvons que présenter nos condoléances à la famille éplorée. Là, vous avez un mot? Oui, en ce moment que le vieux Mavo nous quitte, la première chose, ma préoccupation depuis que j'ai c'est comment va survivre le journal L'Observateur. C'est ça mon premier souci. Si je peux avoir une contribution pour moi, ce qui me concerne, pour que Mavo survive, c'est que L'Observateur lui survive, ne disparaisse pas avec lui. Mais vous avez dit une chose très importante ici, que toutes les fois que nous perdons un journaliste de la presse écrite de sa trempe, C'est un coup dur. donc c'est un coup dur parce qu'il n'y en a plus qui naissent. Nous sommes des responsables dans les rédactions. Nous recevons nos stagiaires qui viennent. Ils préfèrent aller parler le franc lingala à la télévision plutôt que de venir dans la presse écrite où c'est dur. Il n'y a plus de journalistes de la presse écrite qui naissent. C'est vraiment un coup dur. Bon, ça n'est pas remplacé. Vidibio et ceci, cela. Aujourd'hui, Didier Moussala et aujourd'hui c'est Mavo. C'est vraiment terrible. Voilà, merci pour tous ces mots à l'endroit de cet homme dont on a connu, vous savez, ces apostrophes signées à ne pas lire que Rossil Martin Bouyamba.
immortalise et reprend tout le jour dans la revue de presse de Télé 7. C'est lui qui les écrivait. Je crois que son âme repose en paix. Merci à vous tous pour toutes ces analyses et à ceux qui nous ont suivis. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine, mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir.